soir, on parle politique sur France 24 en partenariat avec Slate et nos invités qui sont chez eux. Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Virginie Leguet, chef adjointe du service politique à Paris Match, et Véronique Reissoult, qui est présidente de Dentsu Consulting. Alors, bonjour. La liberté, c'est la règle. L'interdiction, c'est l'exception. C'est la phrase clé, on va dire, d'Édouard Philippe, le Premier ministre, hier, lors de son allocution. En 2 phrases, le Premier ministre a tout résumé. La France n'est plus rouge et verte. Elle est verte avec un petit, 3 petits points orange. Donc, l'Île-de-France, Mayotte et la Guyane qui vont être surveillées, et des dates de détails de déconfinement qui seront un peu plus retardés qu'en zone verte. Alors, collège, lycée, musée, cinéma, restaurant, tout va reprendre vie. Le gouvernement était attendu au tournant de ce déconfinement qui était un véritable casse-tête. Il considérait même de son côté, ce gouvernement, que c'était un test. Et est-ce que vous considérez, je commence par Jean-Marie peut-être, que c'est une opération réussie, ou il est trop tôt encore? Il est trop tôt pour dire si l'ensemble de l'opération sera réussi, mais pour le moment, la marche est la bonne. Il semble que le chemin qui a été défini par le gouvernement, prudent, extrêmement prudent, ait été le bon. Pas trop prudent, Jean-Marie? Suffisamment prudent, en tout cas, parce qu'on est là quand même dans une affaire assez gigantesque. Et donc, le cheminement qu'il a choisi, à la fois pondéré, prudent, scandé par toute une série de conférences de presse qui avaient vocation pédagogique, me semblait assez bien fait. Et d'ailleurs, il me semble que les Français sont au rendez-vous de cela, puisque le Premier ministre est du coup crédité d'une popularité inédite pour lui et inédite dans l'exécutif. Donc, c'est que d'une certaine façon, on lui donne quitus de cette marche qui est une marche jusqu'à présent réussie. Entre guillemets réussie, parce qu'il y a quand même un nombre de morts assez spectaculaire, assez important, tragique. Mais en même temps, voilà, c'est une épidémie planétaire et difficile d'imputer au seul gouvernement le nombre de morts. Oui. Virginie, y a-t-il encore trop de prudence, de frilosité? On a vu effectivement hier un Premier ministre extrêmement précautionneux. Ce principe de précaution, beaucoup de pays l'ont pris, mais j'ai le sentiment qu'en France, on est très pointilleux, parce que depuis le début de cette épidémie, cette crise a été très politisée. On a vu très vite l'opposition sortir du bois, les Français se diviser. Donc ce principe de précaution, qui est d'ailleurs inscrit dans la Constitution en France depuis Jacques Chirac, est-ce que on le sent planer? Mais il est plus facile de confiner toute une population et de leur dire vous ne sortez pas de chez vous que de la déconfiner. Et on voit bien que depuis 3 semaines, Édouard Philippe marche sur des œufs. Il avance avec une prudence de sioux pour déconfiner le pays, parce que sa plus grande crainte, et son entourage ne s'en cache jamais, c'est de provoquer un reconfinement et du coup d'aggraver la crise économique qui s'achève. Parce que si la crise sanitaire semble en voie de cessation, la crise économique qui se prépare, il a parlé hier de récession historique, sera extrêmement dur pour les Français. Donc il est très important de réussir ce déconfinement, il est très important de le faire progressivement pour qu'en septembre, tout le monde soit à peu près sur la ligne de départ pour essayer d'amortir les conséquences de la crise économique. Et il est vrai que les 3 dernières semaines qui se sont déroulées, qui étaient la première phase de ce déconfinement, ont été assez réussies, et les consignes de l'exécutif ont été suivies par les Français. D'ailleurs, Édouard Philippe a eu cette phrase tout à fait encourageante: nous espérions être là où nous en sommes aujourd'hui, mais nous sommes encore un peu mieux. Donc, les nouvelles sont au vert. Donc, il continue cette marche, cette prudence de sioux, cette marche à pas compter, avec le sentiment que jusqu'à présent, ça a bien fonctionné. Oui, Véronique, vous qui sondez aussi les cœurs et les esprits, les Français, j'imagine des réactions depuis hier soir sur cette liberté retrouvée. Eh bien, écoutez, vous disiez tout à l'heure que ça a été un confinement et des mesures qui ont été très politiques. Eh bien, autant vous dire que pour les annonces qui étaient hier, c'était même plus politique, c'était juste la joie, le bonheur. La lettre mot était libérée, délivrée. Les Parisiens, les Français et
l'ensemble des internautes ont globalement commenté de façon très positive ce qui était annoncé hier. Ils trouvent que c'est prudent, suffisamment prudent. Ils ont envie d'écouter. Ils ont apprécié aussi une forme de discours de vérité, le fait que finalement on leur parle en adulte. Et puis, vous aviez une petite partie de la population qui était très, très concernée par le discours hier. Plus de 210 000 messages juste pendant le discours autour du bac, qui était un vrai sujet. Mais là, ce sont les élèves eux-mêmes qui vivaient une espèce de terreur au quotidien, qui partageaient des tas de messages pour dire le suspense est insoutenable. Il y aura-t-il un oral pour le bac de français? Et quand il a été annoncé que non, autant vous dire, il y a eu un déferlement de messages de soulagement d'élèves qui disaient « Ouf, j'ai rien révisé, quelle horreur !» Donc voilà, mais au-delà de ce petit aspect plus amusant, globalement, on va dire que tout ce qui a été annoncé hier est très, très salué, en particulier les 100 km/h. Et puis, c'est ça, c'est ce côté libéré, délivré. Alors qu'on en les 100 km. Oui, les 100 km, pas 100 km/h, oui. Les 100 km. Il y avait eu les 80 km/h. Véronique déconfine très prudemment. Maintenant, elle ne roule plus qu'à 100 km maximum. On est vraiment trop prudent, c'est vrai. Très prudent. Non, mais ce qui était très intéressant, c'est qu'on aurait pu imaginer que les gens râlent en disant bah, d'accord, mais 5 km, mais après, seulement mardi, pas du tout. Les uns et les autres disent bah non, c'est raisonnable. Le fait que les restaurants soient ouverts uniquement en terrasse à Paris jusqu'au 22, non, c'est bien, ils sont contents et c'est raisonnable. Donc, globalement, c'est un exercice plus que réussi, cet ensemble d'annonces. Oui. Et tous les Français, ils sont très raisonnables. Ils ont appris à devenir très raisonnables, en tout cas. Jean-Marie, je voudrais juste un mot, une petite diversion sur le bac. On se souvient qu'après les événements de 1968, le bac, c'était un petit peu cadeau, on va dire. On avait beaucoup d'étudiants avaient eu leur bac, voilà, sans beaucoup travailler. Est-ce que cette année, donc ce sera sur la base du contrôle continu qui fait partie d'une partie de la réforme du bac, est-ce qu'on peut considérer que ce bac sera un peu, on va dire, plus les profs et ceux qui vont vont corriger sont beaucoup plus magnanimes? Je serais bien incapable de vous répondre. Simplement, le bac 68. Qui s'est souvenu en 68 certains avaient pu avoir le bac cette année-là et que ce bac était peut-être, entre guillemets, au rabais. Ça n'a pas empêché les gens de faire des études, de trouver des emplois. C'était une époque où il n'y avait pas de chômage et où les emplois se trouvaient facilement. Là, c'est un contrôle continu qui porte sur les 2 tiers de l'année. Oui. Donc, évidemment, l'année est amputée d'un dernier tiers, donc on pourra dire qu'ils ont été jugés partiellement, mais il serait injuste malgré tout de faire croire ou de laisser dire que tout ça serait un bac au rabais. C'est un bac sur les 2 tiers de l'année, en effet. Voilà. Comment faire autrement? Bon. Juste un mot, Jean-Marie, et on continuera avec Véronique et Virginie sur cette question-là, sur la gestion du confinement. Est-ce que c'est de nature à renforcer le Premier ministre, Édouard Philippe? Oui, bien sûr. Bien sûr, rappelez-vous au tout début du quinquennat. Au tout début du quinquennat, le reproche qui a été fait au Premier ministre par l'Élysée, notamment, c'était de dire il ne marque pas, il n'est pas assez politique, il n'imprime pas, ainsi de suite. Là, vous avez un Premier ministre qui a pris sur le devant de la scène, qui a bénéficié du fait qu'il agit ici et maintenant. Quand le président de la République, lui, nous parle peut-être trop tôt de l'après, et de l'après qui est un petit peu fumeux, et un petit peu, si j'ose dire, aussi égoïste. Il nous dit qu'il va se réinventer, il nous dit que les erreurs stratégiques qu'il a commises sont cruelles pour lui, ainsi de suite. Alors que vous avez un Premier ministre qui est à la tête d'une équipe, qui prend des décisions, j'allais dire, évidemment que ces décisions sont sous l'autorité du président de la République, mais il n'empêche que c'est le Premier ministre qui est en première ligne. Étant en première ligne, il avance des actes, comme on l'a dit tout à l'heure, prudemment, avec une certaine efficacité, et puis il a cette sobriété et cette humilité qui font parfois défaut au président de la République. Donc il est incontestablement la personne qui, politiquement, sort renforcée de toute cette crise et de toute cette épreuve, parce que si on regarde l'ensemble du paysage,
personne dans l'opposition n'émerge ou n'a émergé de façon significative à travers cette crise. Et quant au couple exécutif, eh bien, il y a un président qui a continué de s'affaiblir et un Premier ministre qui a surgi, qui s'est installé et qui sera maintenant plus difficile à déloger, si j'ose dire. Oui, justement, pour autant, vous venez de décrire un peu toutes les qualités qui ont consolidé le Premier ministre. Virginie, pour autant, est-ce que Emmanuel Macron, qui dit vouloir, comme l'a dit Jean-Marie et l'a rappelé, qui dit vouloir se réinventer. Donc, pour se réinventer, il faut peut-être faire une autre politique, avoir une autre vision, peut-être des choses de la vie, du pouvoir. Et est-ce qu'il peut le faire avec un Premier ministre qui a traversé cette crise, certes, qui a été au rendez-vous et qui a porté ce couple exécutif plutôt vers le haut plutôt que vers le bas. Donc, est-ce que ça l'immunise en quelque sorte contre le fait d'être remanié, on va dire? Non, c'est bien que la tradition de la Ve République, c'est que quand un président change de ligne politique, il change de Premier ministre. Ça, c'est toujours fait comme ça depuis le début de la Ve République. Pour autant, Emmanuel Macron se retrouve dans une situation un peu compliquée, parce que comme l'a rappelé Jean-Marie, il s'est affaibli pendant cette crise, alors qu'Édouard Philippe s'est renforcé. Et je voudrais souligner une chose qui est très importante toujours dans les prestations d'Édouard Philippe, c'est qu'il donne l'impression aux Français non seulement de s'adresser à eux comme des adultes, mais surtout de préparer, de leur présenter un exercice très collectif. Il fait intervenir les autres ministres, il leur donne la parole, ils ont l'air de bien s'entendre, ils se complètent, alors que moi je suis très frappée de voir, bien sûr, l'un et l'autre n'ont pas le même rôle, mais de voir qu'Emmanuel Macron est toujours dans des exercices très solitaires où ils se mettent en avant. Et la grande différence entre le président de la République et le Premier ministre, me semble-t-il, c'est que Emmanuel Macron donne l'impression d'être devant ses propos, alors que Édouard Philippe se met derrière ses propos. Je ne sais pas si c'est une image qui peut parler, mais c'est extrêmement audible et extrêmement sensible. Et si il a un succès auprès des Français, c'est que les Français, tout d'un coup, entendent distinctement des décisions politiques qu'ils n'entendent plus chez Emmanuel Macron, qui, comme effectivement cela a été dit, a tendance toujours à parler de lui-même. Il voulait déjà se réinventer après les Gilets jaunes, il veut se réinventer de nouveau. C'est pas lui qui doit se réinventer, c'est peut-être sa politique, c'est peut-être l'écoute qu'il a envers les Français, et c'est peut-être sa façon de diriger le pays qui est trop solitaire. Oui, puis il y a un télescopage un petit peu malheureux, alors ça, personne n'y peut grand-chose, mais quand vous avez du côté de l'Élysée la batterie de coups de téléphone, notamment ce épisode d'un coup de téléphone à Jean-Marie Bigard. Autour de l'Élysée, c'est ça qui domine dans les médias. Et puis vous avez à côté la conférence de presse du Premier ministre, le déconfinement, les bonnes nouvelles et ainsi de suite. Pardon de l'expression, mais il y a pas de photo, donc il y a un déséquilibre manifeste qui n'est pas en faveur du président de la République. Oui, surtout que, et c'est très important ce qui vient d'être dit, surtout que Emmanuel Macron auparavant avait déjà appelé Cyril Hanouna, que là il vient d'appeler Jean-Marie Bigard, qui après c'est un peu ironisé en disant ben voilà, je me moquais de lui, je lui en ai mis plein la figure et il m'appelle. Il y a quelque chose de la fonction présidentielle qui est un peu dégradé dans cette utilisation de personnalités qui certes peuvent représenter des Français, mais enfin si Jean-Marie Bigard qui maintenant dit « Ah oui, pourquoi pas 2022 ?» Si ça convient à Emmanuel Macron, je ne suis pas sûre que ça convienne aux Français. On touche le fond, là, un peu, Véronique Reissoult. Ouais. Alors cet épisode a été extrêmement commenté, vous vous doutez bien, et pas forcément de façon très positive. Il y a soit les soutiens de M. Bigard et qui ont beaucoup ri, et pour le reste des Français et des internautes, c'était clairement parfaitement incompréhensible cet épisode, et pas très valorisant, c'est certain. Après, pour revenir sur ce que Jean-Marie et Virginie disaient, ce qu'on constate clairement aussi, c'est certes, il y a le fond, mais c'est beaucoup la forme qui est saluée. Et n'oublions pas qu'il y a eu une espèce de péché originel au début du confinement avec la perception du mensonge sur l'affaire des masques. Et depuis, les Français, en fait, attendent systématiquement des preuves du fait que on ne va pas les infantiliser, on ne va pas leur mentir. Et en fait, Édouard Philippe a une façon de parler et d'expliquer les choses. Certes, il y a la notion du collectif, comme disait Virginie, mais il y a aussi le fait que c'est toujours avec une forme de discours que les Français perçoivent comme plus adulte, mais donc sans mensonge. Je ne sais pas, nous ne sommes pas certains, nous allons avancer ensemble, il faudra peut-être revenir en arrière, je ne peux pas deviner l'avenir. Voilà, toutes ces expressions sont des outils et des expressions qui sont plus qu'à droite, et surtout plus que bien perçues, parce que justement les Français ont souffert du fait qu'ils se sentaient responsables, qu'ils faisaient des efforts, et que
Non, ils avaient l'impression d'être un peu manipulés. Si je peux ajouter une toute petite phrase à propos des masques, il était extrêmement frappant d'entendre Emmanuel Macron, la semaine dernière, si mes souvenirs sont exacts, dire encore dans un reportage qui lui était consacré qu'il n'y avait jamais eu de pénurie de masques. Et là, il y a quelque chose de vraiment douloureux pour Emmanuel Macron parce que depuis le début, il est sur une ligne qui s'est avérée finalement fausse puisqu'aujourd'hui, Édouard Philippe dit lui-même que le port du masque est fortement conseillé et il n'arrive pas à dire que peut-être l'exécutif s'est engagé sur une voie extrêmement hasardeuse en disant que le masque ne servait à rien. Il y a vraiment de l'orgueil, de l'entêtement, de quelque chose que les Français ne peuvent pas comprendre parce que cette phrase-là qui a été prononcée il y a quelques jours a suscité l'indignation des personnels soignants qui ont tous dit c'est faux, nous on a manqué de masques, on a manqué de matériel pendant des semaines et des semaines. Donc là on ne parle même pas des Français mais on parle du personnel soignant lui-même. Oui. Qui est soutenu par les Français. Ouais. Absolument. Et est-ce que justement, Jean-Marie, cette critique au départ et ce sentiment des Français qu'on leur avait menti, qu'on leur disait pas tout, est-ce que ça peut ressurgir? Est-ce qu'on réglera les comptes plus tard? C'est-à-dire, on sait qu'il y aura 2 commissions d'enquête, une faite par le Sénat, une par l'Assemblée nationale, mais est-ce que pour autant, les Français auront oublié et n'auront plus envie de demander des comptes. Le fait que le déconfinement soit réussi, eh bien, les Français auront autre chose à faire. Ils auront tous peut-être les yeux rivés et l'esprit et le cœur sur la crise économique cette fois. Est-ce que tout ça... Alors, oui, les yeux rivés sur les yeux rivés sur la crise économique, bien sûr. On a dans l'actualité l'explosion même du chiffre du chômage, les annonces faites sur Renault qui emportent un certain nombre de milliers d'emplois, en attendant les annonces qui seront faites sur Air France et d'autres. Donc évidemment, on va être totalement monopolisé, absorbé par la lutte contre cette crise économique et la façon d'en sortir. Après, s'il y aura des traces de cette phase dans l'opinion, regardez comme il est difficile pour Emmanuel Macron de se défaire des images qui ont imprimé dans la conscience collective au tout début de son mandat. Entre guillemets, président des riches, ou arrogant, ou ainsi de suite. Regardez la latence et le fait que ça a creusé un sillon dont il a du mal à se défaire. Donc là, dans cette phase-là, où il s'est encore une fois en effet affaibli, et où il y a l'histoire des tests et des masques qui évidemment handicapent sa démarche en termes d'opinion publique, probablement il y aura un souvenir des Français de cela. Donc c'est un handicap supplémentaire. Et c'est un obstacle de plus dans l'idée qu'il faille lui-même se réinventer. Voilà. Alors, oui, sur cette histoire de se réinventer, parce qu'on est là. C'est sûr que là, je veux dire, les choses en termes d'image et de perspective pour lui se sont réancrées en quelque sorte. Alors, c'est un peu injuste, d'une certaine façon. C'est même très injuste parce que cette crise sanitaire est absolument, en effet, inédite. Elle est planétaire. Elle ne doit rien à une politique ou une autre menée en France. Elle nous est tombée comme ça sur le dos de façon hallucinante et d'une violence absolument inouïe. Donc, la façon dont on juge les gouvernements et dont on exige ou dont on exigerait du président de la République qu'il ait, dans ces circonstances, réponse à tout est évidemment injuste. Il n'empêche que les images se forgent, et notamment les présidents se forgent dans les épreuves historiques, et que pour le moment, le président de la République ne s'en sort pas très bien. Peut-être avec la reprise, la relance de l'économie, si on se sort. Il y a 3 façons de sortir de la crise. Ou bien on est dans un système en V, c'est-à-dire après avoir chuté, on a atteint le point bas et on remonte de façon plus verticale possible, ou bien on est en W, c'est-à-dire on descend, on remonte, on redescend, on remonte. Ça aussi, c'est un schéma relativement positif. Ou bien on est en L et on ne remonte pas. Donc on verra dans quelle situation on se trouve. Si le gouvernement réussit à nous placer en V, dans ce V salvateur, je pense qu'on lui en saura gré au moment de solder les comptes, c'est-à-dire au moment de l'élection présidentielle. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas là. Nous sommes pour lui, pour répondre à la question que vous posiez sur le président de la République, nous sommes dans le creux de la vague. Virginie, on sent que le gouvernement est quand même, et comme beaucoup de Français, est pressé que l'activité reprenne. On sent que la crise économique préoccupe énormément
l'exécutif, puisque c'est vraiment c'est la prochaine bombe, hein, elle commence déjà elle a explosé, puisque les chiffres du chômage sont sortis avec 800 000 personnes donc au chômage de plus en un mois. Mais on entend aussi de la part de la CGT notamment et de la gauche, que le gouvernement choisirait l'économie plutôt que la vie, alors qu'on a le sentiment que mondialement c'est le contraire, qu'on a choisi la vie plutôt que l'économie. Est-ce que cette critique est valable, et est-ce qu'on peut en faire reproche à un moment au gouvernement ? Il ne me semble pas, en choisissant de confiner toute une population, toute sa population, l'exécutif a fait preuve de prudence, donc comme d'autres pays, et je ne suis pas sûre qu'il ait privilégié l'économie. Il savait qu'à ce moment-là, ce faisant, il arrêtait l'économie d'un pays entier et que les conséquences seraient très lourdes. Et depuis les mesures qui ont été mises en œuvre pour soutenir j'allais dire le nouveau départ de l'économie, la prise en charge du chômage partiel, les aides diverses qui ont été accordées, montrent que le gouvernement prend grand soin à maintenir, dans la mesure du possible, une économie qui puisse repartir le moment venu. Moi, ce qu'il me semble surtout, c'est que je ne sais pas si on est au creux de la vague, on n'est même pas au début de la vague, parce que là, on entend les grands groupes ou les enseignes qui déjà se portaient pas très bien dire nous on va licencier, et on va licencier beaucoup, mais c'est en septembre, quand les petites entreprises commenceront à licencier sans faire de bruit, et là ça ne fera pas les unes des journaux, on ne parlera pas des 15 000 emplois que Renault veut supprimer dans le monde et des 4 600 qu'il va supprimer en France, on ne parlera pas de ces toutes petites entreprises et moyennes entreprises qui elles ne pourront plus tenir le coup, et c'est là où les choses seront très difficiles pour les Français, qui se retrouveront face à une situation franchement dure. Et là, je ne sais pas quel discours va tenir Emmanuel Macron, je ne sais pas quel discours va tenir Édouard Philippe, je ne sais même pas si Édouard Philippe sera encore aux côtés d'Emmanuel Macron, mais ça sera là la difficulté. L'été qui s'annonce va être à peu près un été où chacun va vouloir retrouver sa famille, peut-être sa maison, tout le monde va rester un peu en France, mais le grand rendez-vous, ça sera septembre pour l'économie. La récession historique dont a parlé Édouard Philippe hier, on la verra à l'automne. Très honnêtement, Roselyne, on peut reprocher au gouvernement actuel d'avoir privilégié l'économie aux dépens de la santé. Ça ne tient pas la route une seule seconde. Ça ne tient pas la route une seule seconde, et je pense que l'opposition aurait mieux à faire que se lancer dans des. Le seul marge de discussion de l'opposition, et c'est un petit peu le cas des Républicains, avec notamment Éric Woerth, c'est de dire il faudrait relancer plus vite, plus fort, maintenant, alors que le gouvernement va étaler sa relance et pense à nouveau à un plan à la rentrée. C'est la seule marge de discussion, mais à faire le procès que l'économie aurait été, que plus exactement la santé aurait été sacrifiée, c'est le contraire qui s'est passé. On a arrêté l'économie, on l'a arrêté d'un coup pour préserver la santé. Et ça, c'est la leçon de l'histoire, c'est celle-là. Sont des mesures les plus importantes au monde. Aucun pays n'a soutenu, par exemple, la prise en charge du chômage partiel comme l'a fait la France. Mais globalement, les Français sont plus qu'alignés avec ça. C'est pas du tout. Évidemment, il y en a quelques-uns qui sont dans cette veine-là, mais l'immense majorité des Français ne sont pas sur ce propos-là. Il peut y avoir des sujets sur la gestion, la bonne gestion de la crise sanitaire. Il peut y avoir des doutes sur des décisions qui ont été prises, mais on ne lit pas qu'ils ont favorisé l'économie au sanitaire. Jamais. C'est absolument pas le reproche que l'on peut trouver. Et puis globalement, il y a une inquiétude, et Virginie a raison, les Français sont très inquiets sur leur emploi. Quand on voit qu'il y a des débuts de débat sur c'est inadmissible de leur demander de travailler plus, mais les Français, ils sont pas du tout dans ces problèmes-là. Ils sont inquiets pour leur emploi. Ils savent qu'il va y avoir une vague de chômage colossale. Et les uns et les autres se disent, aux sorties du chômage partiel pour beaucoup, est-ce que c'est pas un chômage complet? Donc la peur de la crise économique se substitue à la crise sanitaire, en quelque sorte. Ah oui, vraiment. Et puis on voit, on a un sujet aussi de beaucoup de personnes qui sont dans des situations de précarité importantes qui s'expriment en disant comment est-ce que je vais faire? On a énormément de chiffres qui sont partagés sur le fait que les gens font appel à la banque alimentaire parce que c'est compliqué de terminer les fins de mois. C'était compliqué avant, ça l'est toujours plus encore demain. Et puis il y a un climat d'anxiété. Il se trouve que le déconfinement, le libérer, délivrer, le beau temps font que il y a un petit regain quand même d'optimisme, mais globalement, les Français sont très inquiets sur l'économie, sur la rentrée, sur leur emploi, sur leur pouvoir d'achat. Enfin, le
l'ambiance n'est pas à une grande libération. Donc, à aucun moment, on ne reprochera le côté on a privilégié le sanitaire, l'économique sur le sanitaire. Ça pourrait potentiellement être plutôt l'inverse. J'ajouterai une toute petite phrase. J'ajouterai que les Français me semblent prêts à beaucoup plus d'efforts que ne semblent dire les syndicats et les partis extrêmes qui disent il ne faut surtout pas leur demander de travailler plus. Je ne crois pas du tout que les Français sont dans cet état d'esprit. Pour garder leur emploi, ils sont prêts à faire des vrais efforts et ils l'ont répété et dit à plusieurs reprises. Oui. Jean-Marie, sur l'après justement, ce gouvernement a une étiquette libérale collée sur son front. Vous parliez tout à l'heure du président des riches. L'effort national consenti est immense, il est historique. L'effort consenti pour les Français en difficulté, pour les secteurs en difficulté. Comment peut se dessiner la suite? Vous disiez dans une autre émission, le président doit être non plus le réformateur, mais le protecteur aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait voulu faire, tout ce qu'il avait promis, c'est-à-dire je vais réformer cette France un peu enquistée, cette administration qui s'empile, se millefeuille. Enfin, il voulait renverser la table en quelque sorte en réformant ce pays. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité, on va dire. Qu'est-ce qui va être au fronton de sa politique économique et sociale? Il a été pris à contre-pied par les événements. Oui. Comme tout le président à un moment dans leur... Donc, exit la réforme des retraites, dont on retiendra qu'elle avait été une erreur stratégique pour le coup de privilégier la réforme des retraites en lieu et place de ce qui était déjà un bouillonnement, à savoir le bouillonnement à l'intérieur même du service de santé, du système de santé. C'était évidemment une erreur. Donc, il est ramené à cette réalité par les événements. Oui. Et le symbole de cela, c'est le regard que l'on a sur les services publics. Sur les services publics et sur toute une série de postes et ne serait-ce que les personnels soignants sont un service public. Les collectivités locales jouent un rôle essentiel dans la gestion de la crise. C'est aussi des éléments de service public et ainsi de suite. Donc le regard change complètement, est à l'envers de ce qu'il avait annoncé. Ouais. Donc c'est à lui en effet à cela dit après politiquement, il s'est beaucoup engagé. Il s'est beaucoup engagé déjà au centre droit, droite et centre autour de lui, en essayant de récupérer un maximum de voix d'électeurs à droite. Et je ne pense pas qu'il puisse changer ce cap-là. Voilà. Et donc il faut qu'il trouve les moyens d'un consensus sur ce qu'il va devoir faire et qui n'est pas ce qu'il avait promis qu'il ferait. Mais on le comprend puisque les événements sont là. Mais ce sera difficile pour lui parce que on dit il faut un virage à gauche ou non, c'est pas en ces termes que les choses se présentent. Les choses se présentent dans l'urgence de la réforme du système de santé. Il se présente dans l'urgence absolue de la relance de l'économie. Et la relance de l'économie, elle se fait de façon très keynésienne, très, j'allais dire, presque social-démocrate classique. Oui. Voilà, donc il va y avoir cela engagé sur le terrain, et puis il y aura un débat plus politique sur la façon dont il se positionne en vue de 2022. Mais attendons qu'il se dévoile. Simplement, on sait très bien, on voit déjà que on voit quels sont les axes de la relance. Petite parenthèse, dans la relance, l'aspect européen est essentiel. Oui, on va en parler, on va en dire un mot. Tout à l'heure, mais c'est vous voulez en parler? Je vais donner la parole à Virginie, vous pourrez rebondir. Donc, il y a l'enjeu de cette relance nationale, Virginie, dont Jean-Marie vient de parler, et également de cette relance européenne qui n'était pas gagnée qui n'était pas gagnée au début, hein, comme à chaque fois, l'Europe patine un petit peu. Je veux dire, oui, c'est extrêmement positif pour Emmanuel Macron. Et là, à l'inverse de la situation générale, il n'est pas pris à contre-pied sur le théâtre européen. Il est au contraire vainqueur d'une certaine façon parce que les thèses qu'il mettait en avant, qui sont les thèses françaises de toujours, hein, qui sont une ambition française, sont couronnées aujourd'hui par le ralliement d'Angela Merkel à un système qui soit l'instauration, en effet, en Europe, d'un véritable système de solidarité. Solidarité qui, jusqu'à présent, n'était assumée et assurée que par la Banque Centrale Européenne. Donc, la Banque Centrale Européenne va continuer son ouvrage salvateur, mais en même temps, les pays France, Allemagne, avec l'aide de la Commission,
Donc ça nous rappelle quelque chose, ce trio, Bruxelles, Paris, Berlin. Ça rappelle les très belles années de la construction européenne où vous aviez Mitterrand, Kohl, Delors. Ouais. On retrouve un petit peu le même noyau qui peut porter en avant l'Union européenne dans des mécanismes de solidarité qui seront salvateurs dans la crise parce qu'ils apporteront 750 milliards ici, 500 milliards là, plus l'apport de la Banque centrale européenne. Et c'est comme cela qu'on réussira à s'en sortir et à sortir de cette nasse que va être la crise économique qui est absolument terrifiante si on la laisse aller au bout et face à laquelle aucun de nos pays ne peut lutter seul. Donc la grande nouvelle, c'est celle-là. Après, on sait que le calendrier européen est long, qu'il va y avoir des protestataires, il y en a déjà, qu'il va falloir trouver des compromis, mais néanmoins, la voie qui est énoncée là sera décisive pour le rythme et l'ampleur du redressement et de la reprise que nous aurons dans les semaines et dans les mois qui viennent. Virginie, en quelque sorte, Angela Merkel, dont on sait qu'elle est très précautionneuse sur le budget, sur l'orthodoxie budgétaire, était frileuse. Plusieurs événements, c'est multifactoriel, ont fait que finalement, elle a changé son fusil d'épaule, mais elle va bientôt quitter le pouvoir, parce que ça fait quand même plus de 15 ans qu'elle est là, ou 10 ans, je ne sais plus. Elle veut en quelque sorte laisser un héritage à cette Europe. Les logiques politiques d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron sont totalement différentes. Emmanuel Macron, il espère pouvoir être en état de briguer un second mandat. Angela Merkel, elle sait qu'elle est à la fin de sa carrière politique et elle a concédé des choses très importantes à Emmanuel Macron en ayant peut-être dans l'idée que ce plan ne serait pas voté par les autres pays. Il n'est pas tout à fait exclu de penser qu'elle a stratégiquement fait alliance avec Emmanuel Macron en sachant que cette alliance-là s'arrêterait à eux deux. Et je voudrais ajouter une autre chose à propos d'Emmanuel Macron. Oui, j'entends ce que dit Jean-Marie sur Emmanuel Macron en Europe, mais moi je trouve qu'Emmanuel Macron est isolé et que, à force d'avoir fait des réflexions, des admonestations, des commentaires sur la gestion des pays, de leurs dirigeants, d'avoir montré du doigt certains dirigeants qui ne lui plaisaient pas, il n'a pas réussi à entraîner avec lui. Et aujourd'hui, c'est également sa personnalité qui est contestée à l'intérieur de l'Europe et c'est également sa personnalité qui fait que, certes, l'appui ponctuel de l'Allemagne peut être considéré en France comme un retour à ce qui a été le tandem franco-allemand, mais moi, il me semble que ce tandem franco-allemand n'arrive pas à entraîner les autres pays et que ça ne suffira pas à faire appliquer les bonnes mesures et les bonnes réformes. Alors, j'ai enfin un sujet de contradiction avec Virginie. Il était on s'ennuie. Pouvoir contredire Virginie. Parce que je pense que le regard sur Emmanuel Macron et sur Angela Merkel est trop négatif. Non. Reprenez les événements. Les événements, on est dans une crise majeure. Et l'Allemagne est elle-même menacée par une poussée d'extrême droite. Face à cette crise majeure, vous avez la Cour constitutionnelle allemande qui met un coin entre nos pays et la Banque centrale européenne, en mettant peut-être en péril l'action de la Banque centrale européenne, au moins dans la partie qui peut être suivie par la Bundesbank. Et que fait Angela Merkel? Elle va au Parlement, elle prend la parole, elle cite Jacques Delors et elle rappelle que l'union monétaire ne peut pas exister durablement sans davantage d'intégration politique. Elle prononce le mot, elle sait ce qu'elle fait. C'est un virage capital. Elle n'est pas seule dans cette bataille. Elle n'est pas seule, ce n'est pas conjoncturel, c'est un tournant historique. Elle a fait 3 tournants historiques dans sa vie, Angela Merkel, en renvoyant le nucléaire du jour au lendemain, fin du nucléaire. Du jour au lendemain, j'accueille 1 million de réfugiés syriens et du jour au lendemain, je réaffirme la volonté de l'Allemagne d'aller vers davantage d'intégration en Europe. Donc, ça n'est pas conjoncturel, c'est un mouvement majeur qui est soutenu par le patronat en Allemagne, qui est soutenu par le Parti social-démocrate en Allemagne, par une bonne partie des conservateurs en Allemagne, par beaucoup de milieux économiques et syndicaux. Donc, ça n'est pas une petite affaire. Et c'est en effet le retour à un axe franco-allemand. Alors après, on peut reprocher en effet à Emmanuel Macron de s'être un peu isolé, mais la partie qui s'est engagée là est une partie historique et vous verrez que les choses iront au bout. Elles iront au bout parce qu'il faut un compromis sur ce sujet, que c'est l'intérêt, c'est la survie de chacun de nos pays qui est en jeu et donc ça sera porté nécessairement
au crédit d'Emmanuel Macron, même si, vous voyez, moi je considère par exemple que François Hollande a bien servi la cause européenne et bien servi la cause de son pays pendant la crise grecque, qui s'en souvient, que Nicolas Sarkozy a bien servi la cause de son pays et la cause de l'ensemble des pays européens dans la gestion de la crise économique et financière de 2008, qui s'en souvient, c'est pas ça qui l'a fait réélire, donc c'est pas ça qui fera peut-être réélire Emmanuel Macron, mais ce sera, et ça devra être porté à son crédit, moi je pense que les choses iront au bout du compromis. Véronique, Jean-Marie, je suis beaucoup plus dubitative que vous et je voulais simplement dire que Angela Merkel de sa carrière politique et que les engagements qu'elle prend aujourd'hui, ça ne sera pas elle qui les réalisera. Donc, il est un peu plus facile pour elle de prendre des engagements aussi lourds en sachant que ça sera la succession de gérer. Alors qu'Emmanuel Macron… Pardon, Virginie, elle est encore là pour 1 an et demi et le compromis doit intervenir avant la fin de l'année. Donc, elle sera là, elle sera aux manettes. Oui. Après, si je peux me permettre, voilà, Véronique, dans l'opinion publique, bien sûr, en termes d'analyse politique et de position, vous avez parfaitement raison, mais c'est pas toujours très lisible pour les peuples, pas plus pour les Allemands que pour les Français. Il y a un déficit de communication collective qui est extrêmement important, d'autant qu'il y a une règle de défiance qui existait depuis un moment sur l'Europe auprès de tous les peuples européens. Et globalement, pendant cette crise, on a eu le sentiment, les uns et les autres commentaient un manque de décision collective, même si on peut expliquer que c'est normal parce que l'Europe de la santé n'était pas forcément un projet en soi. Mais globalement, l'Europe ne ressort pas renforcée dans l'esprit des opinions publiques nationales un peu partout en Europe. Donc, il faut absolument qu'il y ait une communication collective pour essayer que les uns et les autres comprennent que c'est effectivement en étant ensemble que les choses avancent et que chacun des dirigeants politiques puisse s'attribuer une part de responsabilité positive dans leur communication locale. Mais aujourd'hui, c'est… Pour rebondir sur ce que dit Virginie, si on a encore 2 minutes. Non, pas 2 minutes. Virginie a raison de pointer le fait qu'on était sur une pente descendante et qu'on pouvait tirer de la crise sanitaire l'idée que décidément, en cas de crise majeure, les solutions sont nationales. On ferme les frontières, ainsi de suite, etc. Mon espoir et même ma conviction est que là, les opinions prendront conscience qu'on sera sorti de l'ornière, sorti de la crise, d'une crise absolument bouleversante et majeure grâce aux efforts de l'Union européenne qui met en place des mécanismes de solidarité qui jusque-là n'existaient pas. Et cette prise de conscience, il faut d'abord que les choses se produisent, qu'ensuite l'opinion ait conscience de ce qui se passe en on pourra espérer à terme de cette prise de conscience, si ce scénario se déroule, comme je l'espère, un changement d'opinion sur l'Europe et un retour des opinions. C'est que ça commence en Italie. En Italie, la seule annonce du plan franco-allemand a provoqué un renversement de l'opinion majeur et a minorisé Salvini et sa ligue et ses populistes comme jamais ils n'avaient été minorés. Et donc, il s'est passé 15 jours, donc l'espoir existe. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous et un grand merci aussi à Charlotte Urien-Tomaca qui réalise cette émission avec l'aide de Marion Laurie. Merci à tous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Politique. À très vite. Merci.